me suis rendu très souvent en Chine, plus de 50 fois. Plus de 50 oui, fois. Oui, parce que j'ai été de 2012 à 2017 député des Français de l'étranger. Et dans ma circonscription, il y avait la Chine. Et c'est-à-dire que j'avais la plus grande partie de mes électeurs, c'est-à-dire plus de 35 000, qui étaient des Français vivant en Chine. Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards. Il est député européen RN, il a été ministre des Transports et en tant que tel, il a apporté d'importantes contributions au renforcement des relations entre la France et la Chine. Son nom, Thierry Mariani. Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Merci de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. Alors, on le sait, cette année marque le 60e anniversaire des relations entre la France et la Chine, initié par le général de Gaulle. À l'époque, il a déclaré, je cite, « Ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, la Chine sera une grande réalité politique, économique et même militaire. La France doit en tenir compte. » Quels seraient les avantages à ne pas la reconnaître ? Alors, moi, j'aimerais bien savoir quels sont, selon vous, les avantages que les deux pays ont obtenus en travaillant ensemble pendant 60 ans. D'abord, c'est l'occasion de souligner qu'une fois de plus, le général de Gaulle était visionnaire. Une fois de plus. Parce qu'en 1964, quelle est la situation ? On est en pleine guerre froide. Deux blocs qui, par moments, au Vietnam ou ailleurs, se combattent. Et en réalité, pourquoi de Gaulle a été visionnaire et pourquoi aujourd'hui on devrait s'en souvenir et s'en inspirer en France ? Parce que pour lui, tout simplement, en relations internationales, on défend des intérêts. Excusez-moi, le problème, on ne doit pas reconnaître quelqu'un qui vous ressemble. On doit reconnaître quelqu'un qui existe et quelqu'un avec qui on a des choses à faire ensemble. Quelqu'un qui existe, la Chine, c'est une évidence, qu'elle soit sous un empire ou qu'elle soit à l'époque sous Mao Tse-tung, c'est un partenaire incontournable. Et d'autre part, c'est une puissance qui, à l'époque, était, soyons honnêtes, une puissance en devenir. On va être gentil. En devenir. Vraiment en devenir. Et donc, pourquoi il a été visionnaire ? Parce que aujourd'hui, où on est omnibulé par les droits de l'homme, les points communs qu'on doit se trouver, eh bien, lui a dit tout simplement, les nations ont des intérêts. Or, l'intérêt de la Chine, l'intérêt de la France, l'intérêt même du monde à l'époque, c'était que la Chine s'ouvre et qu'on puisse mieux connaître la Chine. Et c'est vrai que De Gaulle a montré la voie puisque c'était en réalité la première puissance occidentale à établir ces relations. Au niveau d'ambassadeurs. Au niveau des ambassadeurs. Voilà. Mais à une époque où certains, je vous le rappelle, avaient des relations avec un régime qui était sur la partie non continentale de la Chine. Exactement. Et donc, lui dit tout simplement, voilà, la réalité de la Chine, d'abord la réalité historique, la réalité politique, la réalité économique, c'est le gouvernement de Pékin. Et donc, depuis, beaucoup de choses sont passées. C'était en 64, cette reconnaissance. Il y a une date aussi qui est importante parce que tous ceux de ma génération et tous ceux qui ont étudié à l'université il y a quelques années se souviennent de cet ouvrage. Il y a un ouvrage qui a marqué, qui s'appelait de Perfit en 1975, quand la Chine s'éveillera, oui. Le monde tremblera. Exactement. Je ne suis pas sûr qu'on doit trembler, mais on doit en tout cas compter avec la Chine. Et c'est vrai que 64, la reconnaissance de la Chine, 75, ce livre visionnaire de Perfit, qui, je le rappelle, là aussi, était un des ministres du général de Gaulle. Exactement. À cette époque, pardonnez-moi, on avait un personnel politique qui avait une autre qualité qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas le débat. Et donc, tout simplement, les gens réalisent que, quoi qu'il arrive, la Chine sera un jour une grande puissance. Et c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Beaucoup plus vite que prévu, parce que d'abord, le bloc communiste à l'est de l'Europe s'est effondré. La Russie est toujours une grande puissance, surtout militaire, mais beaucoup moins économique. Et petit à petit, la Chine est devenue, de puissance en devenir, un concurrent redoutable. Mais redoutable, dans les affaires, il n'y a pas de, je veux dire, on est souvent concurrent avec de nombreux pays. Par exemple, la France est concurrent dans de nombreux domaines, y compris avec les États-Unis. Alors, je reviens à votre question, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Voilà. D'abord, premièrement, même si ce n'est pas directement du business, une meilleure connaissance des uns et des autres. Voilà. Aujourd'hui, de nombreux Français sont allés en Chine.
les voyages recommencent, le Covid est un peu derrière nous, mais ont appris à découvrir les Chinois, leur civilisation. Voilà, et les coopérations économiques se sont multipliées. Quand j'étais ministre des Transports, l'une des principales coopérations dans notre domaine des transports, c'était aérien. Puisque je vous rappelle que Airbus, entreprise principalement franco-allemande, même si aujourd'hui il y a d'autres partenaires plus minoritaires, a la seule usine de production d'avions en Asie, qui était à Tianjin. À Tianjin, voilà, près de Pékin. Hein, voilà, à côté de Pékin. Ouais. Bien sûr, j'ai participé, quand je suis arrivé, soyons honnêtes, cette usine existait déjà, mais j'ai participé à son développement. Elle produisait un certain nombre d'avions, principalement pour le marché chinois. Voilà, le problème, qu'on soit chinois ou qu'on soit français, on a toujours envie que les emplois soient chez soi. Ce qui est logique. Donc aujourd'hui, on demande aux Chinois de produire des batteries en France. Et bien à l'époque, les Chinois nous demandaient de produire des avions en Chine. Voilà. Donc, et puis, je me souviens, c'était le début de la coopération dans le nucléaire, puisqu'on a la centrale de Taipei, non? Non, Taishan. Mon chinois est vraiment pas parfait. Et puis d'autre part, j'avais même remis les diplômes en tant que ministre, je me souviens, à Pékin, un partenariat pour une école qui est uniquement chargée de former des ingénieurs dans le nucléaire. Voilà. Ça, c'est les gros partenariats les plus visibles. Toujours. Oui, ça se poursuit toujours, puisqu'il y a un partenariat avec, si ma mémoire est bonne, l'école centrale aussi de Lyon, par exemple. Donc, petit à petit, les partenariats sont multipliés, y compris les partenariats universitaires. Et donc, avoir un partenariat avec la Chine, ça devient de plus en plus indispensable pour, par exemple, les universités françaises, pour toute une série de sociétés qui désormais sont représentées en Chine. Le système économique est aujourd'hui plus ouvert qu'il y a 30 ans. Et donc, les entreprises françaises essayent le plus possible d'être présentes sur le marché chinois et vice-versa. Vous savez, en politique, je pense qu'on n'est pas là pour faire l'idéal, on est là pour faire le possible. Alors, le problème n'était pas de savoir si la Chine avait un bon ou mauvais gouvernement. Voilà, chacun a le gouvernement qu'il a choisi. Et le mieux, c'est de ne pas s'occuper des autres et de s'occuper du sien. Voilà. Mais ensuite, la vraie question en politique, c'est est-ce qu'ils existent ou pas? Voilà. Quand on a plus d'1 milliard d'habitants, quand désormais on est l'une des 3 principales économies au monde, ce débat est totalement surréaliste. Donc aujourd'hui, la Chine est un partenaire incontournable. Après, il est évident qu'il faut avoir des règles entre nous. Aucun des 2 partenaires n'a envie que l'autre l'écrase. Et même si on a eu dans le passé, je pense au 19e siècle, une histoire compliquée entre la Chine et l'Occident. Vous faites référence à la première et à la deuxième guerre de l'opium. Absolument. Ouais. Même si j'allais dire dans les années, jusqu'à la fin de la guerre froide, les tensions étaient quand même réelles sur certains territoires qui étaient sur d'autres continents. Aujourd'hui, les tensions sont essentiellement économiques avec la France. Voilà, et je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions parce que c'est un intérêt mutuel. Vous êtes un marché gigantesque, nous sommes un marché bien plus réduit, mais l'Union européenne dans son ensemble, c'est quand même plus de 500 millions d'habitants, c'est un pouvoir d'achat très important, et d'autre part, on a sur certaines technologies on est en avance sur vous, sur d'autres c'est l'inverse, et donc on a tout intérêt à coopérer. En 2012, alors que vous étiez ministre des Transports, vous vous êtes rendu en Chine pour inaugurer dans la ville de Tianjin, près de Pékin, les nouveaux locaux de l'Institut sino-européen d'ingénierie de l'aviation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que la coopération dans le domaine aéronautique, ce n'est pas uniquement sur les avions. C'est aussi, par exemple, sur le contrôle aérien. À l'époque, votre société chinoise, la Comac, essayait de développer son avion, et dans ce projet qui aujourd'hui a abouti, il y avait tout un partenariat aussi français, puisque par exemple, je me souviens que des entreprises françaises fournissaient le câblage, fournissaient un certain nombre de matériaux, et cette université aéronautique chinoise où je me suis rendu, je crois qu'il y en a 3 en Chine, sont
pour tout ce qui est le domaine aérien, c'est-à-dire aussi bien les pilotes que les hôtesses de l'air, que la production des avions. Et donc, c'était une étape de plus dans la coopération entre le secteur aérien français et le secteur aérien chinois. Mais si vous me permettez, je me suis rendu très souvent en Chine, plus de 50 fois. Plus de 50 fois. Oui, parce que j'ai été de 2012 à 2017 député des Français de l'étranger. Et dans ma circonscription, il y avait la Chine. Et c'est-à-dire que j'avais la plus grande partie de mes électeurs, c'est-à-dire plus de 35 000, qui étaient des Français vivant en Chine. Et j'y allais tous les mois. 35 000. Oui, et j'y allais tous les mois. Puisqu'un député français est élu avec environ 100 000 électeurs. Donc 35 000 électeurs, ça vaut le coup d'aller les voir. Et donc j'ai eu la chance de 2012 à 2017, en allant tous les mois en Chine. Tous les mois en Chine. Oui, absolument. De découvrir. Rencontrer ces Français. Rencontrer à chaque fois des dirigeants locaux, parce que très souvent, ces Français qui sont à l'étranger, vous avez deux sortes d'expatriés. Vous avez ceux qui sont là pour 2-3 ans. Et puis vous en avez qui sont là depuis 30 ans. Vous avez des couples binationaux. Vous avez des gens qui ont des amitiés sincères et solides avec des personnalités importantes en Chine. Et donc ça a été pour moi l'occasion de rencontrer toute une série de responsables chinois, des fois des élus locaux comme en France on dirait, et peut-être aussi de mieux comprendre la Chine. Voilà. Et donc à cette époque-là, vous savez, on avait une grosse communauté bien sûr à Hong Kong, Shanghai et Beijing, mais on avait aussi des communautés à Harbin, on avait aussi des communautés à Wuhan, où on avait une grande industrie automobile qui était présente. Et donc pour moi, ça a été l'occasion de beaucoup mieux découvrir votre pays. Alors, quelles étaient ou quelles sont leurs attentes, on va dire leurs problèmes alors pour les Français en Chine, oui. Il n'y avait pas vraiment de problème, il y avait quelques problèmes administratifs, mais comme ont tous les étrangers dans d'autres pays. Non, quelles étaient les attentes? Les attentes, c'était parce que ces gens qui vivent en Chine, très souvent sont là pour l'économie, pour le commerce. C'était une simplification des procédures entre la France et la Chine. C'était essentiellement le problème principal qu'ils avaient. Voilà. Après, bien sûr, ils étaient attentifs aux relations entre la France, l'Europe et la Chine, mais entre la France et la Chine, ces relations ont été toujours bonnes. Il y a eu un moment ou deux je me souviens au moment des Jeux Olympiques en 2008, où il y a eu quelques tensions. Et puis sous Mitterrand aussi. Sous Mitterrand aussi, mais ça fait partie des malaises qui ont été assez vite, je crois, levés. Alors, de quand date votre intérêt pour la Chine alors ? De quand date mon intérêt pour la Chine? J'ai envie de vous dire, quand j'ai lu le bouquin de Perfit. Voilà, parce qu'à l'époque, 75, je passais mon bac. Donc vous voyez, donc c'est vrai que c'est un livre qui à l'époque faisait référence. C'est un livre que à l'époque, on était quasiment obligé de lire dans l'université, parce que c'était, si on s'intéressait à la géopolitique, l'ouvrage de référence. Perfit, je le rappelle, était un ministre de De Gaulle, mais c'était aussi un académicien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait faire autre chose que de la communication et qui avait une vraie culture. Là aussi, c'est peut-être en train de disparaître. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça éveille la curiosité. Ensuite, quand on est député, j'ai eu la chance d'être député français de 1993 à 2012, c'est l'occasion de recevoir un certain nombre de délégations chinoises. C'est l'occasion aussi d'avoir des échanges avec les autorités chinoises. La formation dans laquelle j'étais, dont le président à l'époque était Xavier Bertrand, aujourd'hui présidente de la région des Hauts-de-France, avait signé un accord de partenariat avec le Parti communiste chinois. Et je me souviens que ça avait fait à l'époque couler beaucoup d'encre. Et le texte était très simple. Il ne disait pas qu'on était devenu communiste et on ne demandait pas aux Chinois d'être devenus gaullistes. On disait simplement, dans le cadre de la philosophie du général de Gaulle, il y a une réalité. Exactement. Voilà, vous avez votre système, on a notre système. Il y a des milliers de kilomètres entre nous et on a intérêt à mieux se comprendre. Et c'était ça le but. C'est-à-dire que, aussi surprenant que cela peut paraître, j'ai participé à plusieurs reprises à des séminaires avec le Parti communiste chinois. Je n'ai pas été convaincu, ils n'ont pas été convaincus, mais je les ai peut-être un peu mieux compris. Et peut-être qu'ils ont un peu mieux compris et j'ai un peu mieux appris de la situation et des préoccupations chinoises. Exactement. Et puis on est aussi deux mondes. Je veux dire, dans les années 60 ou 70,
on parlait encore d'un pays qui avait du mal à nourrir sa population, un pays qui avait, comme l'Inde d'ailleurs, puisque je fais le parallèle, des grosses difficultés internes. 60 ans après, c'est deux géants. Voilà. Et donc, c'est peut-être aussi cette histoire qu'on n'a pas compris. Par exemple, je prends un exemple très concret sur les fameux droits de l'homme. Le premier droit de l'homme, d'abord, c'est des droits de l'homme, c'est manger et être éduqué. Voilà. Et c'est vrai que quand je me souviens, certains arrivaient en Chine en disant « vous faites pas ça, on avait devant nous des gens qui nous disaient « oui, mais d'abord notre priorité, c'est que les gens soient logés et une éducation et soient nourris. » Voilà. Après, voilà, les choses avanceront. En France, depuis la Révolution française en 1789, il y a eu plus de 2 siècles. Voilà, on ne peut pas demander au pays de faire le chemin que certains ont fait en 230 ans, en quelques années. Voilà. Et donc, c'est aussi une approche un peu différente. Ce n'est pas celle qui est la plus répandue dans la presse française, qui très souvent caricature, mais je pense que ces échanges étaient très intéressants parce que ça a permis de mieux se comprendre. Tout à fait. D'où l'intérêt de se rencontrer, de dialoguer, d'échanger régulièrement. Oui, parce que d'abord on voit un peu l'évolution de la situation, on voit les problèmes qui ne sont pas les mêmes, on voit aussi des... vous savez, moi quand j'étais ministre des Transports en France, pour faire une ligne TGV, il faut 8 ans. Entre le moment où on décide de la faire et le moment où le premier train circule. En Chine, à l'époque, il fallait 1 an et demi, 2 ans. Alors, peut-être qu'il y avait moins de précautions qui étaient prises sur l'évacuation des eaux de pluie ou la faune, etc. Mais quand on discutait de ça, on nous disait « oui, mais nous, on a des millions et des millions de personnes à faire circuler. » C'est quand même plus prioritaire que l'avenir du hamster à pattes blanches dont il reste 50 exemplaires dans telle ou telle région. On voit que vous avez une compréhension très nuancée de la Chine. Alors, parlons un peu des relations entre la Chine et l'Union européenne, puisque vous êtes député européen RN. En avril 2022, là je parle sous votre contrôle, vous avez déclaré lors d'une réunion à la Commission européenne, je cite, « Le sommet entre l'Union européenne et la Chine aurait pu être l'occasion d'une avancée stratégique pour les nations européennes. C'est pourtant un résultat décevant qui prévaut. Pourquoi ? » Parce que l'Union européenne, à mon avis, est très décevante. Excusez-moi. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris que l'Union européenne a changé en 2014. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en 2014, une dizaine d'États sont rentrés d'un coup dans l'Union européenne, essentiellement des États à part Chypre, qui étaient avant dans le bloc soviétique, dans le pacte de Varsovie. Et ces États dépendent à 100% pour leur sécurité des États-Unis. Et donc en réalité au Parlement européen, désormais, avant, si vous prenez les 6 pays fondateurs de l'Union européenne, il n'y avait pas vraiment de problème avec la Chine et il y avait une amitié avec les États-Unis, mais pas une volonté d'être complètement pieds et poings liés. Aujourd'hui au Parlement européen, et c'est le vrai problème de l'Union européenne, vous le voyez avec la guerre en Ukraine, vous le voyez sur de très nombreux autres sujets, c'est que ce Parlement européen, pour la moitié des pays, se conçoit comme l'auxiliaire des Américains. Je me demande d'ailleurs pourquoi certains ne demandent pas à être le 51e ou 52e État américain. Et donc en réalité, à chaque fois, on mélange tout. On mélange tout. Voilà, moi je le dis très clairement, l'avenir de Taïwan, c'est une question qui, comme l'avait d'ailleurs reconnu avec le général de Gaulle, la Chine est unique, la question doit être réglée, si possible et même nécessairement pacifiquement, mais on ne doit pas bloquer toutes nos relations en permanence parce qu'aux États-Unis, une sénatrice américaine a décidé d'aller à Taïwan pour faire son cinéma parce qu'elle est candidate aux élections américaines. Et donc le drame de ce Parlement européen, c'est qu'il est tellement omnibulé par les États-Unis que sur toutes les questions internationales, au lieu de défendre les intérêts de l'Europe, on est à la remorque des États-Unis. Alors, c'est peut-être en train de changer parce que, visiblement, là, depuis un mois, ils sont tous traumatisés par l'arrivée de Trump
qui visiblement n'a pas vraiment envie des mêmes relations, y compris avec l'Europe. Je pense que c'est une bonne occasion peut-être pour que l'Europe pense d'abord à ses intérêts avant de penser à être la roue de secours ou le supplétif des États-Unis. Et voilà pourquoi nos relations ne sont pas très bonnes. Parce qu'en réalité, beaucoup de mes collègues regardent comment ça se passe avec les États-Unis et après alignent leur position sur l'Europe. Non, on doit défendre nos intérêts. L'indépendance. Oui, et puis nos intérêts, voilà, je répète, la politique étrangère, c'est défendre les intérêts de son État. C'est pas forcément s'aligner sur ceux d'un autre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Alors, à propos de ces relations entre l'Europe et la Chine, vous avez également déclaré, je cite, « Nous aurions dû négocier avec la Chine de nouveaux débouchés et de nouvelles chaînes d'approvisionnement pour nos économies. » Est-ce que vous pourriez, on va dire, expliquer cela de façon plus concrète? Écoutez, les relations entre l'Europe et la Chine sont victimes de vos succès. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que de pays qui avaient un certain retard, vous êtes passé dans certains domaines à un pays qui a une certaine avance. Le meilleur exemple, c'est effectivement tous les problèmes aujourd'hui qu'on a sur les voitures. Aujourd'hui, la Chine est en avance et produit moins cher. Donc chacun essaye de protéger son marché. C'est votre intérêt d'en exporter un maximum, c'est notre intérêt de protéger notre industrie automobile. C'est la logique. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une guerre économique où on applique des sanctions ou plutôt des surtaxes, évidemment. Voilà. En ce moment, vous avez une supériorité évidente sur les voitures. Ouais. Je pense qu'il faut effectivement arriver... Beaucoup de Français l'ont reconnu. Oui, mais c'est... J'ai eu l'occasion d'interviewer. C'est un fait, je veux dire... c'est un fait... Pardon, excusez-moi. Ils disent que c'est moins cher et surtout c'est de très bonne qualité. J'ai pas de voiture, donc je vais pas juger. J'ai plus de voiture, pardon. Ah, oui, Madame Hidalgo a tué la voiture à Paris, donc je fais partie des victimes de la Madame Hidalgo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Union européenne, et d'ailleurs tous les rapports qui sont en train de sortir en ce moment soulignent ça, c'est que l'Union européenne, ces 10 dernières années, au lieu de penser à innover, à avoir des géants, etc., à penser à réglementer. Résultat, aujourd'hui, on est la zone qui a la plus faible croissance. Voilà. Je pense que la gestion de Mme van der Leyen de ces 5 dernières années, et je crains de ces 5 prochaines années, est abouti au fait à ce que la zone qui a la plus faible croissance aujourd'hui, c'est l'Europe. Pourquoi ? Parce que alors que des pays comme la Chine pensent à développer une certaine technologie, nous avant tout on pense à réglementer la technologie qui va se développer. Voilà, alors c'est bien, on a des règlements, mais le problème c'est que bientôt on n'aura plus d'emploi et de technologie dans certains domaines. Oui, donc il faut négocier avec la Chine, c'est évident, je le dis clairement aussi qu'on est obligé de vous mettre des limites par moment, parce qu'autrement notre industrie automobile, si je reprends cet exemple, n'existera plus, mais il y a des échéanciers à faire, il y a des quotas à négocier, voilà, et puis d'autre part, il faut avoir un système aussi clair. On peut accepter une concurrence, mais s'il n'y a pas des aides d'État d'un côté comme de l'autre, excessive. Or, vous le savez, je ne suis pas un spécialiste, mais que vous êtes, quand je dis vous, la Chine est accusée d'avoir, avec des aides massives de l'État, aidé cette industrie. Après, je répète... tous les pays l'ont fait. Mais je pense que tous les pays l'ont fait, mais nous, en Europe, on l'a surtout réglementé. Voilà. Donc, vous voyez le résultat. Non, l'Europe, aujourd'hui, est en train de prendre beaucoup de retard industriel, pas uniquement sur la Chine, sur l'Inde aussi, dont on parle peu, mais là aussi, quand on se réveillera, l'Europe tremblera. Quand elle se réveillera, l'Europe tremblera. Et voilà, c'est-à-dire que... à force d'être bouffi de suffisance et de supériorité, on s'aperçoit qu'il y a des gens aussi intelligents dans le monde et que des fois ils peuvent être aussi bons, peut-être même des fois de temps en temps meilleurs. Voilà. Mais l'Europe a des atouts. Voilà, je pense aussi par exemple que, regardez dans certains domaines, on parle toujours cosmétiques, on parle toujours, par exemple, produits alimentaires, etc. On a une qualité qui est reconnue, on a des produits qui sont recherchés. Voilà, donc il faut arriver à des accords avec votre pays à ce niveau-là. Alors, autre question sensible, un nombre important de Chinois qui vivent en France ou en Chine ont dit que en France,
Certains médias ont tendance à parler de la Chine sous un angle souvent négatif, alors que la Chine, c'est un pays qui, on le sait, en l'espace de seulement 40 ans, est devenu la deuxième économie du monde, à force de travail et de courage. Alors, comment analysez-vous ce traitement médiatique français à l'égard de la Chine? On est toujours jaloux de ceux qui réussissent. Voilà, mais c'est vrai que la presse n'est pas tendre avec vous. D'abord, soyons honnêtes, on n'a pas le même système politique. Il y a des choses par moments qui peuvent nous effrayer. Le fameux, ce qu'on appelle traitement social, capital social, etc. C'est vrai qu'en France, on a une tradition, j'allais dire, où l'individu est plus mis en avant. Mais après, je pense que la communauté chinoise qui vit en France est une communauté exemplaire. Voilà. Excusez-moi, mais moi qui ai beaucoup travaillé sur les problèmes d'intégration, la communauté, je vais même étendre, asiatique, a un point commun, qu'on soit chinois, vietnamien, cambodgien, c'est que ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui s'intègrent, et quand je visite des prisons, j'ai rarement vu des Chinois. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais j'ai vu par contre beaucoup d'autres nationalités plus au sud de l'Europe. Voilà, donc le problème est, la communauté chinoise en France, à mon avis, est un atout. Réellement, parce qu'on a besoin de partenaires qui justement ont la double nationalité, la double culture, etc. et qui peuvent aider. Après, on a un certain nombre de contentieux dans la presse sur les droits de l'homme, vous le savez. Vous avez un certain nombre d'ONG, organisations non gouvernementales, qui aussi sont très actives au sujet de la Chine, avec des fois des vérités, avec des fois aussi des exagérations. Bon voilà, je pense qu'il faut en tenir compte, mais il faut aussi penser aux intérêts de la France. Et il faut, et je le répète, s'il y a des Français chinois qui m'écoutent, c'est une communauté exemplaire. Voilà. Quand vous discutez avec des enseignants, ils vous disent toujours que les élèves qui viennent de la région asiatique, je ne parle même pas de chinois, asiatiques, sont toujours ceux qui sont les mieux intégrés. Et vous savez, ayant travaillé souvent dans l'intégration, en France, on n'a pas d'études statistiques. Donc c'est vrai que c'est un peu au feeling. Mais quand vous regardez les études ethniques où on reprend les origines, dans les pays où ça existe, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Canada. Je suis désolé, c'est la population qui pose à chaque fois le moins de problèmes. Voilà. Donc, voilà, moi je pense que ces attaques, elles peuvent être comprises, je le répète, parce que sur les questions de droits de l'homme, on a des vraies différences. On a aussi par moments des exagérations, je pense, au niveau de certains pays. Voilà, moi, vous savez, des fois, quand on a, c'est pas avec la Chine, mais avec les pays africains des réunions, par moments, c'est surréaliste. Les Africains nous disent, voilà, nous, notre priorité, parce qu'ils n'ont pas atteint malheureusement votre niveau, c'est de nourrir notre population et de créer des écoles. Et les Européens arrivent en disant, et les transsexuels, vous en faites quoi? Bon, il y a une hiérarchie dans tout. Voilà, le problème en France, c'est que par moment, le droit des minorités ne doit pas faire oublier qu'il y a une majorité et qu'il faut aussi s'en occuper. Dernière question, est-ce que vous avez des projets de coopération avec la Chine aujourd'hui? Non, on a des contacts étroits avec certains de vos responsables. Vos diplomates sont très actifs. Après, je le répète, on est ouvert à tout projet d'échange, de coopération. En politique, on est de deux mondes vraiment différents. Donc le problème n'est pas de coopérer, de convaincre l'un ou l'autre. Le problème est de mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble. Voilà, c'est tout. Et moi, je pense que, comme ça existait au Parlement français, où on avait un groupe France-Chine très actif, je souhaiterais qu'au niveau européen, on ait un groupe très actif. Or, à l'heure actuelle, le groupe européen au Parlement européen est surtout axé sur les ONG. Donc on passe notre temps à recevoir des associations qui nous expliquent que en Chine il y a des problèmes. Bah oui, il y a des problèmes, mais il y a aussi des opportunités, il y a aussi des choses à faire, voilà. Et c'est ce qui est un peu dommage. Alors si au Parlement européen on n'a pas cette intelligence, on n'a pas ce choix, sachez aussi que côté français, il y a des politiques qui veulent d'abord défendre la France, c'est notre priorité et c'est normal, mais qui pensent qu'il y a beaucoup de choses à faire en commun avec la Chine. Il y a beaucoup de choses à faire en commun avec la Chine. C'est donc le mot de la fin. Merci, Monsieur Mariani, d'avoir répondu
à nos questions. À bientôt. Merci.